Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du soir sur votre chaîne. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. Ce lundi, on va s'intéresser au Soudan du Sud où un accord politique a été trouvé entre les deux principaux protagonistes du conflit. Riek Machar va pouvoir retrouver son poste de vice-président. Nous évoquons ce sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, jeune pays enfoncé dans une guerre civile depuis 2013, ont accepté samedi en Ouganda un accord de partage du pouvoir qui doit voir le chef rebelle Riek Machar retrouver son poste de vice-président. L'accord prévoit qu'il y aura 4 vice-présidents, les 2 qui sont déjà en poste, plus Riek Machar qui occupera le poste de premier vice-président, a annoncé le ministre soudanais des Affaires étrangères à l'issue d'une réunion des médiateurs à Kampala. Mamadou Diouf, d'abord, finalement, est-ce qu'on comprend que toute cette guerre, ces milliers de morts, ce n'est finalement qu'une guerre de postes? En tout cas, c'est vraiment dommage. Et quand j'ai vu qu'il a repris son poste, c'est exactement l'interrogation que je me suis posée. Est-ce que tout ce qui a été fait, c'était juste pour qu'on vienne couper la poire en deux, pour ne pas dire le pouvoir en deux? Parce que cette guerre a fait des dizaines de milliers de morts, des destructions. 3 millions de personnes qui sont actuellement des personnes déplacées et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles et qui sont secourues par la HCR. Est-ce qu'en partageant le pouvoir, le problème est réglé? Personnellement, je ne le crois pas. Parce que Salva Kiir, tout comme Riek Machar, pour avoir lutté ensemble pour mener leur pays à l'indépendance, auraient dû donner l'exemple. Alors qu'ils n'ont pas pu faire un compagnonnage de plus de 2 ans, ils ont fait une guerre qui va bientôt avoir 3 ans. Je crois qu'ils n'ont pas donné l'exemple du tout par rapport au Soudan du Sud et à tout ce que les gens disaient quand il fallait que le Soudan du Sud prenne son indépendance. En tout cas, ce n'est pas une première. On avait vu ça en Angola. Quand la guerre s'était terminée avec les MPLA, les gens sont venus dire aux gens pardon. Je trouve que c'est trop facile. Quand on a été à la cause d'une guerre, à mon avis, il faut peut-être que l'ONU même revoie comment faire pour que poursuivre après les gens qui ont causé ces guerres, même si on a signé les accords de paix, parce que c'est trop facile de faire autant de morts, autant de déplacés, et après quand on dit venez partager le pouvoir, on se remet d'accord à nouveau. Alors, est-ce que ceux qui ont poussé ces deux-là, Riek Machar et Salva Kiir, à partager le pouvoir, se sont dit finalement le conflit, ce n'est que ça? En tout cas, une partie du conflit, ce n'est que ça. Puisque c'est lui qui était le premier vice-président. Et c'est la même composition qui avait été faite en termes de partage du pouvoir au sommet et un partage également au niveau du gouvernement. Et à chaque fois, même quand on faisait ici des cryptages, quand on me posait la question, ça va être ça, quoi la solution, j'ai répondu le partage du pouvoir parce que il est clair que la première chose qui pouvait mettre fin à cette guerre, c'était qu'on remette Riek Machar dans la position dans laquelle il était au moment où ça a commencé, parce que c'est quand on l'a destitué que les choses ont commencé. Donc, il fallait retourner, entre guillemets, à la case de départ. Maintenant, ça ne suffira certainement pas, il va falloir aller plus loin pour que cet accord ne ressemble pas aux autres accords. Bon, j'espère que ça ne sera pas le cas, parce que si vous avez vu, les dernières négociations ont été très serrées. Il y a eu un round en Éthiopie, un round à Khartoum, au Soudan, à Kampala, en Ouganda, où ils ont signé cet accord-là. Et en Ouganda, même le président du Soudan était présent. C'est-à-dire que cette fois, aussi bien les pressions de l'ONU, les pressions de l'Union africaine, les pressions de l'IGAD, les pays qui sont autour, ont été vraiment fortes pour les obliger à signer cet accord-là. Maintenant, est-ce que ces pressions seront suffisantes pour que l'accord soit respecté? Ça, on va attendre encore de voir. Alors, Riek Machar, ce n'est pas la première fois qu'il est vice-président. Est-ce que, finalement, retrouver son poste, ça veut dire que la confiance est revenue ou c'est un accord dans la méfiance? Non, c'est un accord dans la méfiance parce que non seulement ils se sont fait la guerre, mais même juste au début des négociations, qu'est-ce que le président Salva Kiir disait de Riek Machar? Il disait qu'on n'en veut plus. On en a marre. Donc, on ne peut pas nous faire croire que du jour au lendemain, toute cette animosité qui les a amenés à se faire la guerre est terminée. Ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre eux est sur ses gardes. Et malheureusement, c'est ça qui fait que souvent le cessez-le-feu ne marche pas.
Parce que personne ne veut déposer les armes en se disant que peut-être l'autre est en train d'attendre la bonne occasion pour me tomber dessus. Donc les gens sont plus en train de s'apprêter à se défendre que d'être dans une situation de paix en acceptant une cessation complète du conflit armé. Et c'est ça qui va souvent être la source des viols par rapport au cessez-le-feu. Et on va attendre de voir ici qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qui est clair, c'est que la confiance n'est pas du tout revenue avec l'accord qui a été signé. Pour que la confiance revienne, il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être faites en ce qui concerne les populations qui sont déplacées, des personnes qui sont blessées. C'est peut-être à partir de là-bas qu'on pourra parler de confiance. Pour le moment, quand est-ce que Riek Machar rentre au Soudan du Sud? En principe, il peut rentrer, puisque l'accord est très clair. Il doit rentrer, il doit reprendre son poste. Ça doit être très facile même parce qu'il n'est pas loin. Il a quitté l'Afrique du Sud depuis le départ des négociations, donc il n'est pas loin, il doit pouvoir rentrer. Mais très certainement, en bon militaire, en bon habitué de ces circonstances, il va réclamer un certain nombre de garanties en termes de sécurité avant de rentrer. Éventuellement même, il va demander à être protégé par les soldats, soit des Nations Unies, soit des pays membres de l'IGAD qui sont déjà sur place, pour être sûr qu'il peut retrouver sa place sans pour autant que ça ne soit un piège qu'on va lui tendre et qui peut lui coûter la vie. Est-ce que dans cet accord, il y a un gagnant, il y a un perdant? C'est le peuple soudanais qui est plutôt le sud-soudanais qui est gagnant et perdant à la fois. Perdant parce que c'est comme si toute la guerre a été menée pour rien du tout. Il fallait juste qu'on partage le gâteau. Sur ce plan-là, le peuple est totalement perdant parce que Salva Kiir, tout comme Riek Machar, n'ont pas véritablement subi les conséquences négatives de la guerre. Sous cet angle, eux, ils peuvent être gagnants. Mais le peuple est également gagnant parce que cette guerre qui ne finissait pas, on ne savait même plus de quelle guerre il s'agit, puisque tantôt les armes parlent, tantôt les armes se taisent, tantôt l'un avance, tantôt l'autre n'avance pas. À un certain moment, les populations ne cherchent plus qui a raison, qui a tort. Ce que les populations vont vouloir, c'est que les armes se taisent, tout simplement. Donc, sous cet aspect-là, les populations vont gagner, puisque si les conditions de sécurité sont réunies, les populations déplacées vont pouvoir rejoindre leurs espaces et les Nations Unies également vont pouvoir avoir un peu de répit par rapport à ces flux de réfugiés dont ils s'occupent au niveau du Soudan du Sud. Donc, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais à la limite, ça n'aurait pas été intéressant de faire le bilan sous cette forme. Il aurait mieux valu éviter une telle guerre qui n'avait pas de raison d'être. Alors, c'est une guerre qui quand même va au-delà des deux personnalités que sont Kiir et Machar. Les deux ethnies, Dinka et Nuer, se sont également véritablement affrontées. La réconciliation entre les deux hommes sera la réconciliation des deux ethnies aussi? Non, pas du tout. Il y a tout un travail qu'il va falloir faire parce que pendant la guerre, non seulement il y a les Nuer et les Dinka qui se sont retrouvés chacun d'un côté, puisque Riek Machar est Nuer, Salva Kiir est Dinka, mais il y a d'autres groupes également ethniques qui sont là-bas, qui se sont mis sur l'un ou l'autre camp. Et les analystes disent que les autres groupes, en fait, se sont alliés en espérant que quand ils vont gagner, pouvoir gagner en termes de territoire, parce que le Soudan du Sud a un énorme problème en termes de conflit entre les ethnies pour des questions de territoire. Donc il y avait déjà des conflits qui étaient là, sans pour autant qu'il y ait ce problème politique qui amène les gens à vouloir se mettre derrière l'un ou l'autre des deux leaders du mouvement du Sud-Soudan. Donc la réconciliation au sommet peut être un signal, mais si on veut que ça revienne à la base, il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, la guerre a été une guerre des Nuer contre les Dinka. Donc il y a également des réparations à faire à ce niveau, il y a des assises à faire pour que les gens puissent accepter de revivre ensemble en acceptant d'enterrer ensemble la hache de guerre pour vivre en paix. Donc l'accord au sommet ne suffira pas pour que ces deux ethnies puissent se mettre à vivre en paix. Est-ce que ceux qui ont poussé ces deux protagonistes à cet accord sont conscients de toute cette situation sur le terrain? Oui, ils sont certainement conscients parce qu'à un certain moment, la question ethnique était très claire. Parce que même pendant que Riek Machar était dans le gouvernement, avant que le conflit ne commence, le problème avait commencé à se poser entre les deux groupes, où chacun était en train de regarder en termes de l'autre a plus d'avantages que celui-ci. On a nommé telle personne, il est de tel groupe ethnique, donc on a avantagé tel groupe. Donc avant même le conflit armé en tant que tel, il y avait déjà une défiance, il y avait déjà des contestations qui se faisaient au niveau du pouvoir pendant qu'ils étaient ensemble. Quand ils se sont séparés, cela a exacerbé
ces différences et dans le gouvernement, on a carrément fait partir tout ce qui ressemblait à l'ethnie de Riek Machar quand il est parti. Ça ne s'est pas arrêté malheureusement au niveau du gouvernement, puisque généralement, quand on fait ce genre de purge, on va très loin avec ces choses-là. Et c'est pourquoi quand il veut revenir également, ça devient très difficile parce qu'il va falloir réparer plein de choses. Ce n'est pas seulement au sommet que le problème avait été posé. Alors, il y a 4 postes de vice-président créés. Ça veut dire quoi? Que ces 4 postes se répartissent entre Salva Kiir et Riek Machar? Oui, oui, chacun a 2. Chacun a 2. Riek Machar a le poste de premier vice-président. Ils ont également le poste de 4e vice-président. On demande même à ce que le poste soit remis à une dame. Mais le 2e et le 3e vice-président font partie du groupe de Salva Kiir. Donc, c'est toujours dans la logique arithmétique du partage, quoi. Alors, sur la base, le conflit a commencé quand Salva Kiir a accusé Riek Machar de vouloir formater un coup d'État. Cette situation est-elle réglée? Elle n'est pas réglée puisque on a accusé Riek Machar de vouloir profiter d'une situation pour renverser Salva Kiir et prendre le pouvoir. Mais ce soupçon qui n'a pas fait l'objet d'une enquête pour qu'on établisse qu'est-ce qui est vérité dedans, qu'est-ce qui n'est pas vérité dedans, ce n'est pas parce que Riek Machar va revenir que le soupçon va disparaître. Et si Riek Machar avait des raisons pour s'en prendre à Salva Kiir à l'époque, il en a encore plus aujourd'hui avec tout ce qu'on a vu comme purge, etc. Mais je crois que les présidents des pays membres de l'IGAD qui les ont fait signer cet accord sous la pression, je crois qu'ils seront là pour veiller sur cette question-là, parce que dès qu'on va faire rentrer encore ce problème, il est clair que s'asseoir ensemble, travailler même sera un problème, parce que comment travailler avec quelqu'un en se disant que la personne est en train de creuser sur la branche où je suis assis, parce que tout ce que la personne veut, c'est que je tombe. Toutes les choses que la personne va dire risquent d'être interprétées en sens inverse, et travailler ensemble sera extrêmement compliqué dans ces conditions. On a vu quand même dans d'autres pays où la communauté internationale est intervenue dans certains conflits pour dégager des pouvoirs en place. Pourquoi n'a-t-on pas adopté cette solution pour ce pays, enlever ces deux-là finalement? En fait, moi je suis partisan des solutions fortes au niveau des Nations Unies, parce que je n'ose pas dire Union africaine parce que le nécessaire n'est pas là. Il y a une chose qui se fait au niveau des Nations Unies, on peut mettre un pays sous tutelle. Et ça existe dans les textes, il ne s'agit pas d'aller le créer. Quand un pays est là, à cause de 2 personnes ou à cause de 2 groupes de personnes, on met en difficulté 3 millions de personnes, je crois que le principe élémentaire, c'est d'écarter ceux qui ne sont pas capables de gérer un pays tranquillement, laisser le pays organiser des élections et mettre d'autres personnes qui vont pouvoir gérer le pays dans la sérénité. Ça a 2 intérêts. Le premier, ça évite tous ces nombres de morts, de massacres, de réfugiés qu'on a en Afrique, et que les Nations Unies sont encore obligées de venir pour s'en occuper à travers le HCR. Ça permet de régler les problèmes dès le départ, au lieu d'attendre la fin et de revenir installer 12 000 soldats, 15 000 soldats, qui vont faire des années et avoir des difficultés à résoudre le problème, parce que le conflit reste entre des personnes, le conflit reste entre des groupes, et ces groupes et ces personnes sont encore là, et chacun tient encore à ses intérêts, parce que de façon générale, derrière un conflit, il y a surtout des intérêts. Alors, il y a un accord qu'on peut appeler accord politique, et sur le plan humanitaire? Sur le plan humanitaire, pour le moment, rien n'a été dit. Parce que malheureusement, c'est par ça qu'on termine à chaque fois. C'est pourquoi je disais que c'est la population qui perd, parce que on va surtout voir comment satisfaire le président Salva Kiir, comment satisfaire le vice-président Riek Machar, comment satisfaire le groupe du président, comment satisfaire le groupe du vice-président d'abord, pour avoir de la stabilité. Et vous allez voir, toutes les premières négociations vont être sur ça. Le partage du gouvernement, le partage de certains postes importants, etc. Ça va être ça, les premières préoccupations. Après cela, maintenant, il va falloir voir comment les populations déplacées en particulier vont pouvoir retourner chez elles, parce que c'est le plus simple, et voir dans quelle mesure il sera possible de les aider pour que la réinstallation se fasse de façon facile, puisqu'on a certes perdu une maison, on a perdu son commerce, etc. On ne peut pas revenir tout simplement et puis s'installer sans avoir de quoi recommencer ses activités. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, les armes se sont tues au Soudan du Sud? Les armes se sont tues momentanément, puisqu'il y avait une chose avant les accords, les Nations Unies avaient été très claires, l'Union africaine également avait été très claire,
les États-Unis même qui ont tout le temps soutenu le Soudan du Sud, parce que c'est les États-Unis qui ont amené le Soudan du Sud à faire la sécession par rapport au nord du Soudan. Même eux qui ont de façon traditionnelle été les soutiens de Salva Kiir et de Riek Machar quand ils avaient le pouvoir, ont tapé du poing sur la table pour leur dire que la situation économique du pays est catastrophique, la situation sécuritaire également est alarmante, la situation humanitaire, on n'en parle pas. Donc ils avaient tapé du poing sur la table parce qu'à un certain moment, le président Salva Kiir et ses gens avaient voulu prolonger même le mandat du président Salva Kiir pour qu'il aille directement jusqu'en 2021. Les Américains avaient dit niet en disant qu'on est en train de chercher un accord de paix. Ça, c'est mettre de l'huile dans le feu et ça a fait que le président et ses partisans ont reculé par rapport à une telle chose. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant observer une pause et après on retrouve l'invité de ce jour.